Moi, je m'appelle Damien, j'ai 37 ans, je suis directeur commercial d'une marque de bagages et je suis en couple depuis 8 ans et on est mariés depuis 3 ans maintenant. On s'est rencontrés totalement par hasard dans une soirée entre amis qu'on avait en commun sans le savoir et pas du tout en France. On s'est rencontrés en Israël, à Tel Aviv, durant des vacances communes et arrivé à Paris, on s'est plus lâché. En fait, au départ, moi, j'ai toujours voulu devenir papa et Christopher, c'était pas du tout quelque chose auquel il avait réfléchi avant. Et petit à petit, au fil du temps et de l'évolution de notre relation, il a vu ça lui aussi comme une évidence. Et le jour où il m'a dit qu'il était prêt, on s'est directement lancé dans les jours qu'on suivit, en fait. Ça a été hyper rapide. Me concernant, en tout cas, l'idée d'être papa était là depuis toujours. J'ai toujours eu envie de fonder une famille, toujours eu envie d'avoir un enfant. Je sentais que c'était au plus profond de mes tripes et que, un jour ou l'autre, ça arriverait. Non, en fait, Christopher, il y avait pensé, mais brièvement, mais dans sa tête, l'idée d'être papa quand on est gay, c'était quelque chose de très compliqué et de presque infaisable. Et quand il a compris qu'en réalité, on pouvait y arriver, il a voulu y aller tout de suite. En fait, notre décision, je suis incapable de te répondre parce que je pense qu'elle a été instantanée. Quand il m'a dit qu'il était prêt, on s'est lancé. Moi, j'avais déjà vu 2-3 choses sur la GPA. Donc, on était sûr que ce serait ça, quoi. Ça a été hyper, hyper rapide. La GPA, pour moi, n'était pas quelque chose d'inconnu parce que j'en avais déjà entendu parler autour de moi. Et surtout, je suivais sur les réseaux sociaux quelqu'un qui habite aux États-Unis et qui en a fait son cœur de métier, qui s'appelle Romain Taillandé. Je le suivais sur les réseaux sociaux. J'avais vu qu'il avait eu recours à la GPA. Et le jour où on s'est lancé, je me suis décidé à lui envoyer un petit message sur les réseaux et à lui dire est-ce qu'on peut discuter de ça. Je ne savais pas exactement quel était son rôle au sein d'une clinique là-bas ou autre. Je voulais juste en discuter avec lui et du coup, on s'est fait un call et il m'a un peu expliqué les détails du processus. En fait, quand j'ai fait ce call avec Romain, il a été très clair et très précis dans ce qu'il m'expliquait, sans partir dans tous les détails. Il était très concis et moi, j'ai l'habitude du côté très concis dans le business d'aller droit au but. Et en fait, Romain était assez fort là-dessus, assez fort dans le sens où il m'a rassuré et ce qu'il m'expliquait était tellement clair et limpide que tout m'a paru presque simple au départ. Donc j'étais immédiatement rassuré et je savais que c'était une bonne décision d'aller vers les États-Unis. En réalité, en regardant un petit peu, on s'est rendu compte que c'était pas faisable dans beaucoup de pays dans le monde. Nous, on a un attrait particulier avec les États-Unis parce qu'on y va tout le temps en vacances, on y a des amis, de la famille. Donc c'est vrai que les États-Unis semblaient au départ un peu plus logique. Et en avançant dans le process et dans les renseignements, on s'est rendu compte que c'était, je vais pas dire le seul endroit, mais l'un des endroits où c'est le plus éthique, le plus carré et où on avait le moins de risques de se causer de soucis. Parce que ce qui était sûr, c'est qu'on voulait faire ce parcours, mais on ne voulait pas se mettre nous-mêmes des bâtons dans les roues en prenant une mauvaise décision. Je pense qu'on n'a jamais envisagé un autre pays. On a tout de suite été vers les États-Unis. Et pour la petite anecdote, quand on a commencé à prendre des renseignements, c'était la pleine période du Covid, donc on ne pouvait pas voyager aux États-Unis. Et d'ailleurs, Romain nous avait dit, vous pouvez même faire votre don de sperme, dont on parlera sûrement plus tard, en Espagne, si vous voulez, avec une clinique dont on est partenaire. Et on était tellement focus sur le fait qu'il fallait le faire aux États-Unis, que ce serait parfait là-bas, que même ça, on n'a pas voulu le faire en Espagne et qu'on s'est dit, c'est pas grave, on attend la réouverture des frontières, on va perdre quelques mois, on savait pas combien de temps, mais on va perdre quelques mois et on va tout faire aux États-Unis. Les plus gros arguments, c'était l'éthique du projet. On savait que tout était clair, tout était carré, qu'on ne pouvait pas se retrouver dans de mauvaises situations, que notre enfant serait vraiment notre enfant, qu'on pourrait rentrer avec, qu'il n'y aurait pas de problème. Donc c'était clair et net qu'on ne prendra aucun risque.
Après avoir, fait les différents calls avec, la clinique, les agences et cetera, on s'est, on nous, on l'a joué de manière, très business encore une fois. On s'est fait un tableau Excel, des petites cases et cetera, voir, combien coûterait le projet approximativement parce que comme tu le sais, c'est jamais une science exacte et du coup, on a été évidemment, surpris parce que c'est un vrai coût. On a utilisé pour ça de l'argent qu'on avait mis nous de côté durant plusieurs années, plus un prêt personnel. D'ailleurs, moi, ça faisait plusieurs années que je mettais de l'argent de côté tous les mois, qui ne m'avait jamais servi. Je ne savais pas à quoi ça allait me servir un jour. Et ce jour-là, je me suis dit que, bah, en fait, c'était pour mon fils. En fait, on s'est dit que c'était quelque chose de cher, pas donné à tout le monde évidemment, parce que tout le monde n'a pas une capacité d'emprunt, tout le monde n'a pas d'argent de côté et cetera, mais qu'on avait la chance, on a estimé ça être une chance de pouvoir le faire, donc il fallait le faire et oui, oui, c'est un très gros coup en tout cas, faut pouvoir, porter ce projet jusqu'au bout. Je leur dirais surtout d'être, sûrs de pouvoir aller au bout du parcours. C'est très beau de faire un budget, mais il peut y avoir des aléas, il peut y avoir des imprévus. Donc ce budget peut être dépassé et il faut avoir la possibilité de pouvoir dépasser ce budget. Alors évidemment, pas le doubler parce que ça n'arrive pas, mais de pouvoir dépasser ce budget parce qu'on ne peut pas se retrouver, pris à la gorge au dernier moment parce que notre enfant est là, il arrive et cet argent, il faudra le dépenser quoi qu'il arrive. Du coup, pour la clinique, ça a été, très rapide parce que justement Romain qui nous avait un peu donné toutes les, bases, du processus de GPA travaille pour une clinique à Las Vegas, pour la clinique à Las Vegas et en fait, ça a été une évidence qu'il fallait le faire avec lui. De plus, même si on est bilingue, on s'est dit que c'était très bien d'avoir un interlocuteur français parce qu'on allait quand même parler de choses médicales et cetera et cetera. Ça avait un côté un peu plus rassurant. Donc en réalité, pour la clinique, et puis en plus, au vu de la réputation de cette clinique-là, on n'a pas cherché plus loin que ça. On s'est dit que c'était la bonne, c'était le destin, qu'ils étaient parfaits dans leur domaine, recommandés de partout. Donc on a foncé avec eux. Du coup, pour les agences et pour le choix de notre agence, on a décidé de rencontrer plusieurs agences qui nous ont été recommandées, qu'on a trouvées sur internet ou autre. On a fait beaucoup de rendez-vous, je crois qu'on en a fait 5, 6 peut-être de tête, je ne me rappelle plus. Et toutes les agences avaient un peu le même discours, c'est super, c'est génial, c'est la vie, le don de soi et cetera et cetera. Et la dernière agence, avec laquelle on a fait un rendez-vous, Surrogate First avec Maxime et en fait, on a eu un feeling, très très fort directement avec lui et c'était le seul qui nous a parlé de manière très concrète et non pas à nous vendre, ce projet comme si c'était juste, génial, waouh, vous faites un enfant en oubliant l'aspect financier et cetera. Ce que faisaient un peu les autres agences, et on s'est dit: «OK, eux, ils ont les pieds un peu plus sur terre». Ils essaient pas de nous vendre juste le projet comme étant juste du paradis et du coup, pour le coup, parce que les agences avaient quasiment toutes les mêmes tarifs à 2 ou 3 000 € près, on s'est dit que, fallait suivre notre instinct, suivre notre feeling et c'est pour ça qu'on les a choisis. En fait, les autres agences, elles nous avaient vraiment, c'était vraiment, «Ah, c'est un pro tout tout va bien se passer et c'est la vie et c'est na» tu tu sais, comme s'il y avait, mais même comme s'il y avait pas d'histoire d'argent ni rien, tu sais? Alors que moi, j'ai toujours vu ça vraiment comme c'est un business à part entier. L'agence gagne de l'argent, la clinique aussi, enfin tout le monde. Au niveau de la clinique, je dirais surtout, les recommandations parce qu'évidemment, il y a des cliniques, c'est comme partout, hein, il y a des hôpitaux, des cliniques qui sont meilleurs que d'autres, qui ont des meilleurs résultats. Et pour l'agence, je pense que le travail au final d'une agence, il est considérablement le même dans chaque agence dite sérieuse du moins. Je pense qu'il faut surtout le faire au feeling parce que ça va être avant tout des rapports humains. C'est l'agence qui va vous suivre pendant tout le processus. Donc il faut avoir ce feeling et se sentir bien avec eux. En réalité, il y en avait peu. On avait des préférences en termes de localisation, qui étaient, la Floride ou la Californie parce que c'est des lieux qui nous sont beaucoup plus,
commun parce qu'on les connaît très très bien. Mais si ça avait été ailleurs, c'était pas grave. La première rencontre, elle s'est faite via visio avec l'agence et la mère porteuse. Il faut savoir que cette visio, normalement, c'est l'agence qui mène la discussion, qui nous présente les uns aux autres, etc. Et tout de suite, on s'est senti assez proche d'elle, on s'est senti bien avec elle, et on s'est mis à discuter les uns avec les autres en oubliant presque que l'agence était présente lors de cette visio. D'ailleurs, très très vite, l'agence n'est plus intervenue dans la discussion, et ça s'est fait très naturellement, comme de vieux amis qui se retrouvent, comme si on se connaissait depuis toujours. Et à la fin de ce call, ce qui nous a marqué surtout, c'est que l'agence vous annonce évidemment que bah voilà, le call s'est bien passé. On vous laisse tous un temps de réflexion, que ce soit elle de son côté ou nous, pour nous dire si vous souhaitez continuer les uns avec les autres. Et elle, comme nous, au même moment, on a dit non, non, on veut pas de délai de rétractation, c'est elle, c'est eux. En fait, on était sûrs de nous et on l'a dit en même temps, et c'était assez intéressant parce qu'on savait pas ce qui se passait dans sa tête à elle savait pas ce qui se passait dans la nôtre, et pourtant on était précisément sur la même longueur d'onde. Je sais pas s'il y a de recettes miracles en réalité, je pense que c'est un feeling. D'ailleurs, lors de cette première rencontre, l'agence nous a demandé les relations qu'on attendait les uns des autres. Et elle, comme nous, on a répondu la chose suivante, c'est qu'on n'en savait rien parce qu'on ne se connaissait pas et on ne pouvait pas savoir si ça allait matcher, si on allait avoir un bon feeling, si on allait bien s'entendre, si on allait vouloir garder contact. En fait, c'était des questions auxquelles on ne pouvait pas répondre maintenant. Il fallait qu'on avance ensemble. Il y avait déjà ce premier feeling, ce premier contact qui était très bon. Et il fallait qu'on avance ensemble pour voir la suite. Et la suite a été bonne pour nous, en tout cas. Moi, j'avais ce côté un peu plus rationnel, un peu plus, je vais redire le mot, mais un peu plus business. Je suivais les comptes précisément avec mon petit tableau Excel. Bon, c'est assez simple en réalité, ça prend très peu de temps. Et j'étais celui qui poussait un peu les décisions à chaque fois parce que ce dont on était sûr, c'est qu'on voulait pas que ça prenne 3, 4, 5 ans. Donc, c'est vrai que j'ai pris beaucoup le leadership, parfois même sur l'agence, en appelant moi-même le médecin, etc., pour tout accélérer et peut-être aussi pour avoir l'impression de contrôler un peu plus ce qui n'était pas palpable. Christopher, lui, était un peu plus en retrait parce qu'il avait un peu plus peur du process que moi. Donc, il comptait beaucoup sur ma gestion. Il la suivait aussi. Et il comptait sur mon support. Et lui s'occupait beaucoup aussi de communiquer avec la mère porteuse, d'apporter cette communication presque quotidienne, je dirais même quotidienne. Et voilà. Et on était toujours, de toute façon, tous les deux consentants sur chacune des décisions, on s'en parlait, etc. En fait, là où ça a été une force, c'est qu'on a été tous les deux sur la même longueur d'onde, et je pense que c'est important quand on est un couple qui se lance dans ce genre de projet, même quand on a un couple qui fait un enfant de manière totalement classique. On était sur la même longueur d'onde, on savait ce qu'on voulait, et nos métiers respectifs nous ont amenés dans ce côté où, ok, c'est beau, c'est un projet, c'est la vie qui est au bout, mais gérons-le un peu comme un business project. Donc, on va faire un tableau Excel, on va appeler, on va gérer, on va noter le rendez-vous, etc., etc. Et ça nous a permis de vivre la chose de manière beaucoup plus carrée et rassurante. Je pense que le fait de le vivre à deux, ça permet de pouvoir parfois se reposer un peu sur l'autre. C'est un projet qui est complexe, c'est un projet qui parfois vous met la tête un peu dans tous les sens, que ce soit avant la grossesse ou pendant la grossesse. C'est un projet inconnu. Et évidemment, quand on est deux, quand il y en a un qui craque un peu ou qui a un peu plus de doute, l'autre est toujours là pour le rebooster. Donc je pense que oui, ça aide. Je pense que le plus dur, ce serait d'être totalement seul dans ce parcours. Quand je dis totalement seul, c'est pas forcément d'être en couple, parce qu'on n'est pas obligé d'être en couple pour avoir un enfant, mais c'est quand même bien d'avoir des amis, des proches, de la famille, peu importe, pour pouvoir en parler, se vider la tête. C'est quelque chose auquel on réfléchit beaucoup, qui nous prend beaucoup d'énergie, qui travaille beaucoup notre cerveau. Donc, c'est bien de pouvoir en parler. C'est vraiment bien de pouvoir en parler.
À titre personnel, j'aurais pu l'envisager de manière, solo, je dis ça, mais à la fois je l'ai pas fait, avant de rencontrer Christopher. Donc là, c'est facile à dire, j'aurais pu le faire de manière solo, mais je l'ai pas fait et j'ai attendu d'avoir trouvé la bonne personne pour ça. En réalité, je sais pas si ma réponse est très cohérente. L'attente pendant la grossesse, elle est incroyable. C'est-à-dire que vous avez l'impression que la grossesse dure littéralement 4 ans, qu'elle ne va jamais accoucher, que chaque rendez-vous, alors que c'est très très bien géré et qu'il y a des rendez-vous médicaux très très souvent, vous avez l'impression qu'entre deux rendez-vous, alors qu'il y a que 2 semaines, vous avez l'impression que ça dure 2 mois. Tout paraît interminable et à la fin, tout s'accélère d'un coup et on n'y était pas prêt en réalité. Mais tout ça, c'est parce que c'est nouveau, parce qu'on ne sait pas, parce que c'est pas palpable aussi. C'est pas comme un couple hétéro qui fait un enfant d'une manière classique et qui voit le ventre grossir tous les jours, la femme à ses côtés, etc. Nous, même si on avait beaucoup de contacts, on ne voyait pas ce ventre à côté de nous tous les jours, les coups de pied de notre enfant, etc. C'est long. C'est long, ça paraît long. En fait, c'est très court. Christopher, je pense que je l'ai beaucoup apaisé parce que son envie d'avoir un enfant, elle était beaucoup plus récente que la mienne. Donc forcément, il avait plus de questions. Et je pense que je l'ai beaucoup apaisé et je lui ai permis de le prendre de manière un peu plus sereine. Lui, ce qui lui faisait beaucoup peur, évidemment, c'était la santé de l'enfant, ce qui pouvait arriver pendant la grossesse, etc. Et j'essayais vraiment de pouvoir le rassurer là-dessus parce que moi, de ce côté-là, j'étais vraiment finger in the nose, quoi. J'avais peur de rien et j'avais l'impression que tout se passerait bien, quoi qu'il arrive. En fait, je me souviens d'un moment précis, c'était le jour de la naissance de notre fils. On nous l'a apporté dans la chambre. Elle venait d'accoucher dans la chambre juste à côté. On nous l'a apporté dans la chambre, on l'a pris chacun dans nos bras. D'ailleurs, ce moment a été filmé et on l'a en vidéo. Et à un moment, donc on regardait notre fils, on le prenait dans nos bras, on lui faisait des bisous, etc. Et à un moment, nos deux regards se croisent. Et nos têtes, je suis même ému en le disant, nos têtes à ce moment-là veulent tout dire. On se fait un énorme sourire comme on n'a jamais eu. Et à ce moment-là, on voit dans nos yeux de l'amour, de la fierté et tout ce qu'on peut ressentir. Et je pense que ce moment, il est incroyable parce qu'il a scellé quelque chose à jamais. Alors nous, on a assisté à l'accouchement, en fait, en Californie, il y a une seule personne est autorisée à rentrer dans la salle d'accouchement. Du coup, il était inimaginable pour nous de faire un choix entre l'un et l'autre. Donc on a décidé de ne pas y aller tous les deux et de laisser l'époux de notre mère porteuse aller avec elle. Et le médecin et les infirmières ont mis leur téléphone en visio pour qu'on puisse assister à l'accouchement dans la pièce juste à côté. Donc il y avait juste un mur qui nous séparait en réalité. On a donc tout vu. Quand je dis tout vu, c'est tout l'accouchement. Et jusqu'au moment où on nous apporte notre bébé, je ne sais pas, peut-être 5 minutes après être sorti du ventre, quelque chose comme ça. Et du coup, on a enregistré cette visio également où on pleure toutes les larmes de notre corps de joie pendant ces 5 minutes qui paraissent durer 2 heures. Et à ce moment-là, on se rend compte qu'on a donné la vie, que ce petit être, il va rester avec nous pour toujours et que c'est incroyable en fait. J'ai vu Christopher prendre son fils dans ses bras pour la première fois. Il pleurait toutes les larmes de son corps. Et quand j'ai vu son regard sur notre fils, je me suis dit que j'avais bien fait d'attendre de rencontrer Christopher pour avoir cet enfant. Parce que ce serait le plus merveilleux des papas, c'était sûr. En fait, l'arrivée de Kayden, elle nous a soudés évidemment parce que maintenant il y avait quelque chose de réel et de concret entre nous. C'est cet être qui sera toujours avec nous. Et je pense que l'arrivée d'un enfant dans un couple, il y a deux solutions. C'est soit ça vous détruit et c'est pour ça qu'il y a des couples qui se séparent juste après la naissance d'un enfant et qu'il y en a pas mal d'ailleurs qui se séparent juste derrière. Soit en fait, elle vous fait vous dire que c'est sûr et certain que vous resterez toute votre vie avec cette personne parce que maintenant, au-delà du fait de vous aimer, d'être bien en couple, de passer des bons moments, maintenant vous avez tous les deux cette responsabilité sur ce petit être et que parfois des choses sur lesquelles on pouvait s'attarder, en fait, aucun intérêt, on se rend compte qu'avec un enfant, en fait, ça n'a aucun intérêt et il faut pas s'attarder dessus. Et du coup, ça amène même parfois moins d'engueulades, etc., etc., parce qu'en fait, on se concentre que sur les choses qui ont du sens.
on ne savait pas qu'on allait refaire un deuxième parcours et quand on a eu notre fils, il était clair, dans nos têtes, mais sans nous le dire qu'on en voulait tout un autre et 2-3 jours après la naissance de Kaylen, on a fait un dîner à la maison avec notre mère porteuse, parce qu'elle est restée, 2 jours à l'hôpital, après sa césarienne. On a fait un dîner avec elle et en rigolant, on lui dit, on se reverra bientôt de toute façon parce qu'on va faire le deuxième. C'était vraiment une joke sur le départ et elle nous dit, mais ok, moi j'ai trop envie, etc. Et on lui dit, ah bon? Et du coup, en fait, tout le monde avait la même sensation, mais de manière un peu surprise. Et là, elle dit à son mari pendant ce repas, est-ce que tu serais d'accord, toi, si jamais je voulais faire une deuxième surrogacy? Et il lui répond quelque chose qui nous a tous mis les larmes aux yeux. Il lui dit, mais ma femme, c'est ton corps, t'es la seule décisionnaire. Moi, je te soutiendrai dans toutes tes décisions. Il n'y a que toi qui peux décider ça. Et on était tous assez abasourdis parce que, évidemment, c'est pas la mentalité française. Et elle nous a dit, mais vous êtes sérieux, les gars, ou pas? Et on s'est regardé, oui, oui, on est très sérieux. Donc on le savait. En fait, le deuxième parcours, il est beaucoup plus simple parce que déjà toute la partie clinique, embryon, etc., c'est fait, ça a été fait au premier parcours, donc il n'y a plus besoin de repasser par cette étape. Ensuite, on l'a fait avec la même mère porteuse, donc plus besoin de nouvelles rencontres, plus besoin d'éventuellement s'apprivoiser, etc. Au contraire, maintenant même, on se connaît très bien, on a des liens très forts. Et surtout, on sait ce que c'est une grossesse maintenant, on sait ce que c'est un accouchement, on sait ce que c'est l'arrivée d'un enfant. Donc en réalité, on vit cette grossesse de manière hyper détendue. Et parfois même, on s'en veut un peu parce qu'on se dit, on n'y pense pas aussi souvent que la première fois, est-ce que c'est normal, etc. Donc on se pose parfois des questions et c'est juste en fait normal parce que maintenant on n'est plus dans l'inconnu, il n'y a plus cette phase d'inconnu qui vous enlève vraiment un gros poids. Les avantages, en réalité, il y en a qu'un seul, c'est que vous connaissez la personne avec qui vous le faites. C'est le plus gros des avantages, heu dans notre cas, notre mère porteuse est devenue, une amie très proche. On va la voir en vacances, on s'appelle tout le temps, on s'écrit tous les jours presque, même, entre les 2 projets. C'est pas qu'une question de surrogacy entre nous. Donc évidemment, c'est hyper avantageux de faire ça avec quelqu'un avec qui on se sent totalement en confiance. Nous, on a eu de la chance d'avoir une famille qui a été, très, très présente et très, très à fond sur le projet, parfois même plus que nous. On avait des mamies, qui étaient, surexcitées. Pour nos proches, il n'était pas question de GPA, pas GPA ou autre. Pour nos proches, c'était juste, bah, c'est un couple, ils s'aiment, ils vont avoir un enfant, point, peu importe le process en réalité. Et ça nous a permis aussi d'éduquer, le monde autour de nous en leur expliquant de la manière dont ça se passe. Et d'ailleurs, on avait beaucoup de questions sur le process parce que c'est inconnu pour quasiment tout le monde. Donc ça a permis, d'éduquer, pas mal de gens autour de nous et de rendre ça moins tabou en réalité parce qu'il y avait rien de tabou. Nous, on a décidé d'être, très transparent là-dessus. Notre mère porteuse, quand notre fils est né, lors de ce fameux dîner qui a eu lieu à la maison, juste après la naissance, elle l'a pris dans ses bras et elle lui a dit: «Tu vois, ça fait 9 mois que je te porte et je t'avais dit que tes papas étaient exceptionnels et qu'ils avaient hâte de te rencontrer. Maintenant, je te laisse avec eux et n'oublie pas que je resterai toujours ta tata Adriana». Et on a vraiment gardé ce rôle de tata. D'ailleurs, les fois, on s'est revus juste après, on se demandait comment ça allait se passer, elle vis-à-vis de l'enfant. Et vraiment, elle agit comme une tata, comme le sont ses vrais tatas, on va dire. Et ça, c'est super pour nous. Donc, vraiment, on a décidé de lui expliquer son parcours de manière totalement normale lorsqu'il posera des questions. Il y aura aucun tabou. On veut pas, on veut que notre fils sache d'où il vient, l'énergie qu'on a mis à l'avoir et tout ce qu'on a entrepris pour l'avoir parce que ça lui prouvera tout l'amour qu'on a pour lui. En fait, vous pouvez pas faire ce parcours si vous n'êtes pas sûr d'avoir un enfant, c'est impossible. Donc, quand vous faites ce parcours, c'est que votre enfant, vous le vouliez plus que tout au monde et que vous l'aimez plus que tout au monde.
Les préjugés, il y en a toujours évidemment, mais ils sont pas que, au sujet de la GPA. Les préjugés, j'ai découvert qu'il y avait des préjugés juste parce que vous êtes un homme qui est seul avec un enfant dans la rue parfois. C'est juste ça, alors que vous pouvez être un papa, totalement, hétéro et avoir votre bébé dans les bras. J'ai découvert des préjugés où on vous dit, «Oui, mais sa maman, elle est où?» et cetera. Il y a ce genre de choses. Moi, j'ai tendance à agir de manière un peu, outrancière, on va dire, pour remettre les gens toujours à leur place et à leur dire et à leur faire comprendre que cette question n'avait pas à être posée en réalité. Et sur la GPA, les préjugés, je pense que le plus gros, c'est quand on vous dit mais en fait, c'est l'enfant de qui? Et nous, on a toujours cette réponse, mais c'est notre enfant à tous les deux. Mais non, mais oui, mais enfin, vous avez compris. Non, non, on n'a pas compris justement. Cette question n'a rien à faire ici. C'est notre enfant à tous les deux. Il est absolument pas question de gêne. Et on a, avec Christopher, dans nos parcours de vie différents chacun, on a toujours su que les gènes n'avaient rien à voir avec l'amour. Je pense que le débat français autour de la GPA, il est au niveau zéro en réalité. Il est au niveau zéro parce qu'on fait toujours semblant de remettre un peu le sujet sur le tapis de temps en temps pour faire genre on en discute dans les plus hautes autorités. Je pense que le débat, il est vraiment au niveau zéro, mais en fait parce que les gens n'y connaissent rien tout simplement et tout ce dont on entend parler en France n'a rien à voir avec la réalité d'une GPA en réalité. On parle que de monétisation du corps, que l'on force des femmes à porter des enfants, etc., etc. Et quand vous vivez un parcours de GPA, mais en fait c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. Et on s'en est vite rendu compte nous. Donc en fait, je pense que le débat en France, il est pas très élevé parce qu'en fait, encore une fois, on n'a pas éduqué les gens, on leur explique rien ou alors quand on leur dit des choses, c'est que des conneries. Et je pense qu'il va pas beaucoup évoluer parce que la mentalité française n'a pas très envie d'évoluer là-dessus. Bah, je pense que le plus gros préjugé, c'est le fait d'exploiter des femmes. En fait, ça n'a rien à voir avec de l'exploitation. Pour vous expliquer un petit peu, nous, quand on a rencontré notre mère porteuse, quand on l'a rencontrée en vrai pour la naissance de notre fils, euh, elle nous avait organisé une baby shower où toute sa famille était présente, tous ses amis étaient présents. On s'est retrouvé avec 60 Américains dans une salle qu'ils avaient réservée pour nous, avec 60 personnes qui nous ont tous offert des cadeaux, des couches. Bon, pour les ramener en France, ça a été un peu compliqué, mais on y est arrivé. Et 60 personnes qui ne nous connaissaient pas, qui nous ont accueillis les bras ouverts. On parle de personnes croyantes, je le précise parce que ça amène du plus au débat, de personnes croyantes qui la félicitaient toutes et toutes, pardon, d'avoir fait ce cadeau à un couple. Et la maman de notre mère porteuse, qui est assez âgée, lorsqu'on a eu Kaiden, elle l'a regardé, elle avait notre fils dans les bras, et elle lui a dit, ma fille, je suis très fière de toi, et je suis fière de ce que tu as fait pour ce couple-là. Donc sachez qu'il n'y a aucune exploitation, et que toutes ces femmes sont totalement consentantes, et qu'elles voient ça vraiment comme un don de soi pour aider l'autre. Nous, de base, on n'est pas du genre à parler ou à s'étaler. D'ailleurs, à part nos proches et très proches, personne ne connaît notre parcours. Si je décide aujourd'hui de me montrer face à une caméra, sur des réseaux, sur des sites internet, pour en parler, c'est justement pour faire évoluer le débat, parce que je trouve que le débat est, comme je le disais précédemment, au niveau zéro. Et j'espère que ça va aider à faire évoluer les mentalités, que ça va aider aussi des papas à se lancer dans le projet et à plus avoir peur d'avoir un enfant. J'ai toujours eu l'envie de déménager aux États-Unis parce on aime le pays, on aime la mentalité, etc. Mais on en est certain depuis qu'on a un enfant justement et qu'on va avoir le deuxième, parce que on a envie de leur apporter un environnement beaucoup plus sain et safe pour eux, justement parce que le débat n'est pas élevé en France sur ce sujet. Alors pour d'autres choses aussi, la sécurité en France qui devient très compliquée, etc., etc. Mais on pense que pour l'avenir de nos enfants, ils grandiront beaucoup mieux dans un pays où leur vie, la manière dont ils sont arrivés sur Terre, leur famille, etc., est
parfaitement accepté et n'est pas un sujet en réalité. Le premier projet pour l'avenir, c'est la naissance de notre fille qui va arriver incessamment sous peu. Puis un autre emménagement aux États-Unis et après, pourquoi pas Baby 3. On le sait pas encore actuellement, mais bizarrement, nous qui ne voulions qu'un enfant au départ, on a maintenant envie d'avoir une équipe de foot. Ce qu'on veut transmettre à nos enfants, c'est avant tout le respect, l'acceptation de soi, l'acceptation des autres et le non-jugement. Je pense qu'on veut que nos enfants soient ouverts à tout le monde, ne se posent pas de mauvaises questions, qu'ils puissent dialoguer de tout avec nous. Et c'est déjà ce qu'on fait avec notre fils, même s'il est encore petit, mais ça commence déjà très petit. Et lui montrer que sur Terre, il y a plein de choses différentes et que toutes ces choses différentes peuvent totalement cohabiter ensemble et peuvent vivre dans un même monde et que tout se passe bien en réalité. Je leur dirais que ça va être un parcours long, difficile, qu'il va falloir vraiment se tenir droit et garder la tête sur les épaules, mais que ce qui arrive au bout est simplement incroyable et que la naissance de votre enfant, c'est le premier jour du reste de votre vie. Donc foncez. Je pense que la plus grande force, ça a été de pouvoir se soutenir, de pouvoir partager ces moments, de pouvoir se relayer aussi, parce que c'est du boulot, et que tout ça nous a permis aujourd'hui de nous souder encore plus fort. Et d'ailleurs, notre fils, on l'appelle notre amoureux chacun, alors qu'en fait, c'est nous les amoureux, mais on l'appelle lui notre amoureux.